reviendra un peu dans sa partie sur la présentation de quelques attaques, les plus importantes. Et donc cette explication des cyberattaques, elle peut s'expliquer de différentes, façons. Il y a 3 facteurs principaux. Le premier et le principal sûrement, c'est le fait que notre société se numérise de plus en plus. Donc il y a des interconnexions qui sont de plus en plus prégnantes et attaquer une entité A permet d'atteindre plus facilement une entité B, C, voire, remonter en fait cette chaîne, jusqu'à très loin. La deuxième raison, c'est aussi une politique peut-être un peu agressive de certains États. On peut penser directement à la Corée du Nord qui, finance une partie de son État via ces cyberattaques. Il y a également la Russie, mais on peut aussi parler de pays occidentaux. On a les États-Unis, hein, qui ont une politique très agressive en la matière et on peut se rappeler notamment du téléphone d'Angela Merkel qui avait été mis sous écoute. Et enfin, le dernier, point qui permet d'expliquer peut-être cette augmentation, c'est le fait que les, cyberattaquants se regroupent. Ils créent des groupes de hacking qui vient, renforcer en fait leur force de frappe. Donc l'un des groupes les plus connus, c'est, Logbit, un groupe de hackers russes qui a fait parler récemment parce qu'une coopération internationale a réussi à bah, à, à démanteler en fait une partie, du réseau Logbit et à fermer quelques-uns de ses serveurs. Et donc en parallèle de ce contexte d'augmentation des cyberattaques, il y a, l'ANSSI qui vient quand même nous apprendre que plus de 60 de ces cyberattaques, concernent des petites structures et des collectivités territoriales. Alors, on n'était pas, sans, socle de sécurité jusqu'à aujourd'hui. On avait notamment la directive NIS 1 au niveau européen, qui avait été adoptée en 2016 et transposée en France, en 2018, qui était le premier texte européen, qui venait, poser un socle de base en matière de cybersécurité pour, 2 acteurs, les opérateurs de services essentiels, d'un côté, et les fournisseurs de services numériques. Alors, je vais être obligé de vous présenter un petit peu NIS 1 quand même, quels sont ses apports, parce que NIS 2, c'est un renforcement et un élargissement de NIS 1. Donc on est un petit peu obligé quand même de savoir d'où on part pour comprendre NIS 2. Alors, les fournisseurs de services numériques, c'est 3 acteurs principaux. Ça va être les moteurs de recherche, les opérateurs de cloud et les places de marché en ligne. Et à côté de ça, les opérateurs de services essentiels sont des opérateurs qui, eux, sont tributaires vraiment, de leur réseau ou de leur système d'information et qui fournissent un service essentiel à la société, dont l'interruption aurait un impact significatif sur le fonctionnement de notre économie ou de la société de manière générale. Donc on peut penser là à des prestataires de santé, des établissements de crédit, des banques et cetera. Alors, de Nice 1, on peut en retenir quelques éléments principaux. Les premiers éléments, c'est, une gouvernance nationale. Nice 1, en fait, vient imposer aux États membres de l'Union européenne d'avoir une politique en matière de cybersécurité. Nous, en France, cette politique, on a mis l'ANSSI à la tête de cette politique. Donc l'ANSSI, c'est l'Autorité nationale de sécurité des systèmes de l'information. C'est une autorité qui existe depuis 2009 et qui est en charge, en fait, de guider, notre vision de la cybersécurité en France. Elle doit établir des lignes directives, pardon. Elle doit également établir des recommandations, sensibiliser les différents acteurs français. Elle doit également faire une veille. Et à côté de ça, on a, les CSIRT. Alors les CSIRT, en fait, c'est des centres de réponse aux incidents techniques. Depuis 2021, les CSIRT, sont, régionaux en France. On en a, 21 à peu près, et ils sont là vraiment pour assister les entités locales et de taille quand même plutôt petite ou intermédiaire, en cas d'incident de sécurité. Donc l'entité qui subit un incident contacte son CSIRT et ce dernier va les assister et les mettre en relation avec des prestataires qui pourraient les aider en fait dans la remédiation à cette attaque et ça sera principalement des prestataires, locaux. Donc premier élément à retenir, une gouvernance au sein des différents États. Deuxième élément à retenir, c'est vraiment l'amélioration de la cybersécurité des OSE et des FSN. Donc un OSE, je vous ai présenté rapidement, leur description, mais on pourrait,
Ils ont, pardon, des obligations donc, depuis Nice 2. Ils doivent, ils doivent identifier un représentant auprès de l'ANSSI, que l'ANSSI sache qui contacter au sein des différents OSE. Il doit également identifier son système d'information essentiel. C'est vraiment sur ce système d'information-là, qu'il devra mettre en place des mesures de sécurité extrêmement renforcées. Vous verrez que, cette, notion de système d'information essentiel disparaît un petit peu avec NIS 2. Maintenant, c'est vraiment le système d'information général qui sera protégé et donc cet OSE doit mettre en place des mesures de sécurité renforcées pour, se protéger des incidents de sécurité. En plus de ça, l'OSE doit notifier à l'ANSSI toute, toute, tout incident de sécurité qui surviendrait. Du côté des FSN, c'est similaire, un petit peu moins, renforcé au niveau des obligations. Le FSN, lui, doit analyser un petit peu les risques qui pèsent sur son système d'information. Une fois qu'il l'a fait, il prend des mesures en rapport avec cette analyse et il doit également déclarer les incidents de sécurité à l'ANSSI. Ces 2 opérateurs, OSE et FSN, étaient soumis à des contrôles de sécurité qui pouvaient être effectués par l'ANSSI. Et enfin, le dernier élément à retenir, c'est vraiment la coopération européenne, parce que la Commission s'est clairement rendue compte que les attaques informatiques, bah, n'avaient pas de frontières, avaient des impacts transfrontaliers. Donc il y avait un réel but de soutenir, une coopération entre les États membres, de faciliter les échanges d'informations pour renforcer une confiance mutuelle et ce qui permettrait à terme d'élever le niveau global de maturité des différentes entreprises, à la cybersécurité. Donc voilà vraiment les éléments, importants à retenir de Nice 1 pour savoir pourquoi Nice 2. Et donc là, on va rentrer vraiment dans le dur du sujet. Donc qu'est-ce que Nice 2? Nice 2, c'est une directive qui a été adoptée par la Commission européenne le 14 décembre 2022. Alors Nice 2, a plusieurs objectifs qu'on va redescendre ensemble. Le premier, c'est de répondre à l'évolution des menaces. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, 60 des cyberattaques concernaient des PME et des entreprises de taille, intermédiaire, des collectivités territoriales et des chaînes d'approvisionnement. Alors ça, c'est très important. Nice 1 venait en fait encadrer des entités, des structures d'une taille quand même assez importante et délaisser des entreprises de taille plus restreinte. Ici, Nice 2, ça vient les englober. Heu et ce qui est très intéressant, c'est que, les chaînes d'approvisionnement, elles, ne sont pas par principe, intégrées dans l'application de Nice 2. Cependant, les entités qui, elles, seront concernées par Nice 2 devront s'assurer que leur chaîne d'approvisionnement est suffisamment sécurisée. Alors par chaîne d'approvisionnement, on va entendre les prestataires informatiques, les fournisseurs de logiciels par exemple, les prestataires de maintenance et cetera. Le deuxième objectif donc, c'est d'élargir le champ d'application de Nice 1. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, Nice 1 concernait les FSN et les OSE. Maintenant, on va complètement, faire abstraction de ces 2 notions et on va uniquement, parler d'entités essentielles et d'entités importantes. Je vais revenir un petit peu après sur les définitions, mais, quelle est la conséquence? En fait, on va passer de, 500 entités environ en France concernées par Nice 1 à plus de 15 000. Les chiffres sont encore approximatifs parce qu'on n'a pas encore la loi de transposition, française. Autre objectif, c'est promouvoir la sécurité numérique. La Commission européenne, donc en étudiant les impacts de Nice 1, s'est rendu compte que les entités d'une taille inférieure avaient des problématiques relatives à la sécurité numérique spécifiques. Notamment, elles n'étaient pas suffisamment, sensibilisées aux bonnes pratiques et à la cybersécurité et elles, subissaient aussi une porte fermée, en fait, qui était le coût, des, mesures de sécurité, le coût de l'acquisition d'outils de sécurité qui pourrait être trop important. Donc la Commission européenne, par Nice 2, demande aux États de mettre en place une politique nationale permettant de régler ce problème, en fait, spécifique aux petites entreprises.
Il y a également un objectif d'amélioration de la coopération entre les États membres. Donc, les différentes autorités relatives à la cybersécurité de chaque État membre doivent coopérer encore plus. Il faut vraiment qu'il y ait une transmission d'informations entre ces autorités au niveau européen concernant toutes les menaces qui pourraient avoir un impact transfrontière. Et enfin, dernier élément, qui est très important, c'est l'homogénéisation des règles nationales. Nice 1, c'était une directive. Donc une directive, ça ne s'applique pas directement au sein des États membres, ça doit faire l'objet d'une transposition en droit local. Et en fait, Nice 1 a laissé une certaine marge de manœuvre à chacun des États lorsqu'ils transposaient les règles. Et cette marge de manœuvre était peut-être trop importante parce que, les États étaient notamment en charge de déterminer la liste, des opérateurs de services essentiels, ce qui, a fait que dans certains États, une entité A était concernée par Nice 1, mais pas dans d'autres États. Et donc c'était assez difficile d'avoir un niveau de sécurité, vraiment, homogène entre les différents États membres, ce que souhaite régler Nice 2. Alors Nice 2, c'est également une directive, donc il y aura également des marges de manœuvre, mais elles sont bien plus restreintes que par rapport à Nice 1. Alors la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est: quand va enfin s'appliquer Nice 2? Parce que donc Nice 2, ça a été adopté en 2022 et le texte européen vient nous dire, entrée en application des dispositions au plus tard le 17 octobre 2024. Donc en principe, à partir du 18 octobre, les dispositions de Nice 2 s'appliquent et non plus les dispositions de Nice 1. Alors ne vous inquiétez pas, octobre, ça va arriver très vite. Par contre, en France, nous, on attend toujours la loi de transposition qui va venir, intégrer les règles prévues dans la directive dans notre ordre, heu, légal français. Cette loi de transposition devrait arriver avant octobre, enfin, en tout cas avant le 17 octobre, mais dans tous les cas, on est déjà certain qu'elle va contenir des délais de conformité. Donc toutes les obligations ne s'appliqueront pas au 17 octobre. La loi va prévoir des délais dans lesquels les différentes entreprises auront le temps de se mettre en conformité aux différentes obligations. On n'a pas encore, tous ces délais, mais ce qui est intéressant, c'est que, il y a certains États qui ont déjà transposé, dans leur, ordre national NIS 2 et on a notamment la Croatie qui l'a transposé en février 2024 et qui a donné un délai de conformité d'à peu près 1 an. Donc, la majorité des dispositions s'appliqueront pour la Croatie en février 2025 et on peut, clairement supposer qu'un délai similaire, s'appliquera en France également. Surtout qu'en France, on attend donc la loi de transposition et suite à la loi de transposition, on attendra des décrets d'application qui vont venir préciser de manière un petit peu plus technique, l'ensemble des règles qui sont prévues dans la loi. Alors pour votre complète information, la France est quand même assez avancée dans la transposition de cette directive. C'est l'ANSSI d'ailleurs qui se charge de la rédaction de cette transposition et qui va la proposer ensuite. Et on sait déjà qu'un projet de loi de transposition a été proposé. On attend maintenant son étude pour son adoption. Alors juste quand même pour que vous ayez un petit comparatif, en mars 2024, on considérait quand même que plus de la moitié, des entreprises françaises n'étaient pas prêtes encore à NIS 2. Donc ça, l'ANSSI est au courant et c'est pourquoi les obligations prévues qui seront indiquées dans la loi de transposition ne seront pas forcément d'application directe dès, la promulgation de la loi. Autre point, qui questionne beaucoup, les entités actuellement, c'est, bah, est-ce que, je suis concerné par NIS 2? Alors NIS 2, c'est assez large, hein, ça s'applique aux administrations publiques, aux moyennes et grandes entreprises et il y a le cas un petit peu particulier des collectivités territoriales parce que, le texte européen vient nous dire c'est une option, en fait, pour les différents États membres, d'intégrer les collectivités territoriales dans le dispositif NIS 2. Alors nous, en France, on est déjà certain que les collectivités territoriales seront intégrées.
parce qu'un projet de loi de transposition avait fuité dans lequel, elles étaient clairement concernées. Ce que venait nous dire ce projet également, c'était que seules les collectivités territoriales de plus de 30 000 habitants seraient concernées. Alors ce plancher de 30 000 habitants, est à prendre quand même avec des pincettes, hein, parce que ça peut évoluer, dans la loi de transposition finale. Donc première étape, est-ce que vous faites partie de ces différents acteurs? Et si c'est le cas, 2 autres critères seront à prendre en compte. Premier critère, votre secteur d'activité. On y revient juste après, mais il y a 18 secteurs d'activité qui sont concernés par NIS2. Et deuxième critère, est-ce que votre entité est de taille suffisante pour être concernée par NIS2? Donc là aussi, on va revenir sur ce critère-là. Je voudrais juste revenir sur les collectivités territoriales. On peut se demander, est-ce que c'est logique qu'elles soient intégrées au dispositif NIS2? Et j'ai envie de vous dire que oui, parce que, plus de 20 des, attaques cyber concernent les collectivités territoriales. Donc c'est un chiffre quand même assez important et on se rappelle notamment, de la mairie de Caen, qui avait été attaquée en 2022 et qui, avait quand même mis plusieurs mois avant de récupérer, les données qui étaient contenues dans certains de ses serveurs. L'impact n'était pas trop important, de mémoire, c'était principalement des sites web, de la mairie de Caen, du conservatoire ou, de certains musées qui étaient impactés. Mais en tout cas, pour reprendre l'activité, générale, ça avait mis plusieurs mois. Il est important aussi de préciser, sur cette slide que, la loi française peut venir intégrer certaines entités dans, les règles, prévues par NIS2, même si elles ne remplissent pas les critères, définis. De même, la loi peut en exclure certaines qui rempliraient les critères, par exemple au regard de sujets, relatifs à la défense nationale. Il faudrait éviter que certaines, dispositions, notamment de notification, s'appliquent à ces entités. Et ce qui est important, alors là, ça va dépendre de votre secteur d'activité, mais si vous êtes un fournisseur de réseaux de communication électronique au public ou un service de communication électronique, si vous êtes également un prestataire pardon, qui fournit un service de confiance, hem, les dispositions de cette loi et de la directive s'appliqueront à vous, quelle que soit votre taille. Alors, je vous parlais, des secteurs qui sont concernés. Je vous les ai repris ici dans cette slide. Vous voyez qu'il y a 2 tableaux. Les secteurs d'activité sont clairement divisés entre, d'un côté, les secteurs hautement critiques, énergie, transport, santé, et cetera, et de l'autre côté, les secteurs critiques. Alors, cette catégorisation, on la retrouve dans le texte via 2 annexes différentes et je vous emmène les voir parce que ce qui est important, c'est de voir qu'on a le secteur d'activité et dans chaque secteur d'activité ou presque, vous avez des sous-secteurs d'activité. Donc par exemple, pour l'énergie, vous allez avoir l'électricité, le gaz, le pétrole et pour chacun de ces sous-secteurs, vous allez avoir le type d'entité. Donc le type d'entité, c'est un petit peu votre activité métier. Donc pour savoir si votre entité est concernée au niveau des secteurs, il faut reprendre cette annexe, aller voir 1 le secteur, 2 le sous-secteur et enfin le type d'entité. Il faut savoir que, certains de ces secteurs et types d'entités ne sont pas suffisamment définis et seront précisés par la commission ou le texte de transposition. On a par exemple pour les secteurs critiques, donc dans l'annexe 2 ici, la les secteurs de l'alimentation où on vient nous apprendre que, ce sont les entités qui ont une activité de distribution en gros. Ça doit clairement être précisé, dans la loi de transposition ou par la commission. Donc voilà, le premier critère, c'est les secteurs d'activité. Deuxième critère, ça va être la taille de votre entité. D'abord, taille au niveau du chiffre d'affaires ou du bilan annuel qui doit être de minimum 10 millions d'euros ou plus et également taille en matière de personnel. Il faut que votre entité ait au moins 50 salariés. Par exception, par principe, les micro-entreprises
et les petites entreprises ne sont pas concernées par ces dispositions. Je vous dis par principe parce qu'il y a déjà des exceptions qui sont prévues selon le secteur d'activité. Donc les prestataires de services de confiance, par exemple, peu importe leur taille, seront soumis à NIS 2. Et c'est la même chose pour les registres, les fournisseurs de registres de noms de domaine de premier niveau. Donc les noms de domaine de premier niveau, si c'est les points, c'est les points, .com, .de, etc. C'est la fin de l'URL. Et la directive précise également que la Commission européenne va établir des lignes directrices relatives à l'application de NIS 2 aux micro et petites entreprises. Donc encore une fois, ça c'est des critères qui sont définis par la directive et qui pourraient être précisés par la loi de transposition. Alors, vous pouvez déjà faire le test chez vous, pour savoir si votre entité est concernée par NIS 2. Donc je vous présente l'outil qui a été établi par l'ANSSI, c'est sur mon espace NIS 2. Vous voyez que c'est actuellement un outil bêta parce que, les critères utilisés sont uniquement ceux de la directive et ces critères peuvent être voués à évoluer au regard de la loi de transposition. Donc on peut faire un test très rapidement pour que vous voyez comment ça marche. Vous devez regarder dans un premier temps si vous étiez ou non soumis à NIS 1. Donc en l'espèce, on va dire non. Dans quel État membre de l'Union européenne êtes-vous établi? Alors ça va être un sujet. Si votre activité concerne plusieurs États membres, il faudra déterminer dans quel État est-ce qu'il y a l'organe qui prend les décisions relatives aux mesures de sécurité. En fait, on va regarder quel est l'établissement principal, mais au regard des mesures de sécurité, qui prend les décisions en fait, et ça va permettre de déterminer quelle loi est applicable. Ça, c'est la directive qui vient nous indiquer un petit peu ces règles de champ territorial, mais la loi de transposition peut également préciser ces éléments. Donc actuellement, seule la France est disponible, entité privée au public, et ici, on retrouve les critères de taille, donc 50 à 249, chiffre d'affaires, on va mettre de 10 à 50 millions, et enfin les secteurs d'activité. Donc vous remplissez votre secteur d'activité, suivant, vous regardez s'il y a le sous-secteur qui vous concerne, et voilà. Vous arrivez sur un résultat qui vous dit oui ou non, votre entité est régulée par NIS 2. Et là, on arrive sur une notion qui va nous intéresser. Ici, on parle d'entité importante. Alors, qu'est-ce que cette notion? NIS 2 vient apporter en fait une proportionnalité entre d'un côté des entités qu'on considère essentielles et de l'autre des entités considérées comme importantes. Alors, quel est l'objectif de cette proportionnalité? C'est vraiment assurer un équilibre entre, le régime de cybersécurité. Oui? J'ai Oui, J'ai demandé d'avoir un replay, ils m'ont dit oui. ah, J'ai demandé Hugo, s'ils vont pouvoir m'envoyer un replay, ils oui. m'ont dit oui. Donc, est-ce que vous pouvez éteindre votre je vais micro? pouvoir. Merci, s'il vous plaît. Hugo, j'en profite pour te poser une question chez le thé? concernant Oh, bah si, il y en a euh, plein dans les tiroirs, je crois. les critères de taille. Oui. Alors, j'ai une question, ces Ah, critères de taille ne correspondent pas à la définition de la PME ETI de l'UE. Est-ce normal, hein? Alors de l'UE, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est des critères qui sont définis directement par la directive. Après, peut-être qu'ils ont employé les termes PME et ETI directement pour, englober le plus d'entreprises possible. Mais là, c'est des critères, vraiment, planchers à prendre en compte. Ces critères, encore une fois, peuvent être redéfinis dans la transposition, française, hein. Mais là, c'est pour l'instant ce que nous prévoit la directive. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais repartir sur les entités importantes et essentielles. Donc oui, objectif, c'est vraiment, ne pas imposer une charge administrative et de mise en place de mesures de sécurité trop importantes, alors que toutes les entités ne sont pas soumises aux mêmes, risques et n'ont pas forcément les mêmes impacts sur la société. Donc les entités essentielles, ça va être les entités qui concernent les secteurs d'activité hautement critiques,
remplissant une taille suffisante. Donc, je vous ai remis ici les critères, au moins 250 salariés, chiffre d'affaires de 250 millions ou bilan annuel d'au moins 43 millions. Ces entités essentielles, c'est les organisations dont la défaillance peut avoir un impact significatif sur les services essentiels qui sont fournis par la société. Donc, autrement dit, c'est les entités qui fournissent des services vraiment critiques pour notre société, comme les hôpitaux, les fournisseurs d'électricité, les services de transport. À côté de ça, vous allez avoir les entités importantes, qui, elles, donc, concernent les entités des secteurs d'activité critiques, donc la deuxième annexe de Nice 2, ou les entités des secteurs d'activité hautement critiques, mais qui ne répondent pas aux critères de taille pour entrer dans la catégorisation d'entités essentielles. Donc les entités importantes, elles, sont les organisations qui, en cas de défaillance, pourraient causer des perturbations importantes dans notre société. Donc on imagine notamment les prestataires de services en ligne qui seraient concernés. Entité importante, entité essentielle, vraiment conservez en tête que selon la catégorisation, les mesures de sécurité, le niveau des mesures de sécurité différera. On va passer désormais au cœur de Nice 2. Quelles sont les mesures de sécurité à mettre en place? Il faut vraiment prendre conscience que l'objectif de Nice 2, c'est garantir la cyber-résilience des entités. Alors, cyber-résilience, c'est un petit peu un terme à la mode, mais on va voir ici ce qu'il implique, parce que c'est très important de différencier cyber-résilience, cybersécurité. Cyber-résilience va plus loin que la cybersécurité, consiste principalement à mettre en place des mesures de sécurité. La cyber-résilience, c'est toute une culture d'entreprise. Et cette culture, ça commence par se protéger. Donc se protéger, c'est mettre en place des mesures de sécurité pour réduire les risques d'attaque. Donc ça va être tout ce qui est pare-feu, firewall, antivirus. Donc Mathieu vous présentera un petit peu les mesures de sécurité principales dans sa partie. Ensuite, donc vous vous protégez. Deuxième point, c'est réagir. Alors réagir, on entend par là détecter les cyberattaques, ce qui est le premier point. Donc ça peut notamment être la surveillance des logs de connexion. Tiens, c'est bizarre, monsieur Dupont s'est connecté en télétravail à 3h du matin, alors que d'habitude ses horaires c'est 8h, 17h. Il faut qu'il y ait une alerte. Ou alors, tiens, monsieur Dupont s'est connecté 25 fois en 30 secondes. Ça doit alerter. Il faut comprendre qu'il y a un risque de cyberattaque. Par réagir, on entend aussi, on constate un risque, qui on doit contacter au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une cellule de crise? Une fois qu'on a réagi, l'objectif, c'est de résister, c'est de mettre un terme à l'avancée de la cyberattaque. Est-ce qu'on peut cloisonner certains systèmes qui sont encore sains par rapport aux systèmes corrompus? Par ce terme, on peut également comprendre comment réagir face à une demande de rançon logicielle. Est-ce qu'on doit payer la rançon? Alors spoiler, non, ne payez pas la rançon. Par cyber-résilience, il faut aussi atténuer le risque, c'est-à-dire réduire les conséquences, atténuer pardon, l'incident de sécurité, donc réduire ses conséquences, que ça soit en termes humains, en termes informatiques, que ça soit sur l'activité. Et ça découle sur l'absorption de cette cyberattaque, c'est-à-dire réussir à continuer la poursuite de son activité malgré l'impact de la cyberattaque sur l'entité. Ensuite vient un second temps, suite à la cyberattaque, l'objectif ça va être de s'adapter, ça va être de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça a pu se produire et comment faire pour que ça ne se reproduise plus. Pour permettre de se rétablir, c'est-à-dire récupérer l'ensemble de ces données, reprendre une activité classique au sein de l'entité. Et donc, par cette cyber-résilience, par toutes ces étapes, on se rend vite compte qu'une entité qui a une cyber-résilience forte, qui aura mis un plan de réponse aux incidents de sécurité, pourra se rétablir et minimiser l'impact de la cyberattaque beaucoup plus rapidement qu'une entité qui aurait une cyber-résilience moins élevée. Et on en arrive vraiment j'arrive pas à passer la slide.
aux mesures de sécurité à mettre en place. Alors, petite introduction sur vraiment les différents types de mesures. Il faut garder en tête que ces mesures doivent être, 1, adaptées aux risques qui existent sur votre entité. Il faut également qu'ils soient adaptés au degré de dépendance de votre entité à son réseau et à ses systèmes d'information, au degré d'exposition de votre entité et aux impacts qu'aurait votre entité en cas de cyberattaque. Lorsque vous mettez en place des mesures, il faut également que vous preniez en compte l'état de l'art et également le coût financier. Et là encore, on revient vraiment sur cet aspect de proportionnalité. Les entités essentielles, devront mettre en place des mesures qui auront un coût plus important que des entités importantes. Il y a vraiment cette notion à conserver. Alors, quelles sont les mesures qui sont déjà prévues par NIS 2 et qui seront précisées par la loi française? 1, c'est l'analyse des risques. Donc, première étape, vous devez auditer vos systèmes pour déterminer où sont les failles, qu'est-ce qui est déjà mis en place, comment améliorer l'existant. 2, c'est est-ce qu'il y a une politique de gestion des incidents qui est mise en place au sein de votre entité? Est-ce qu'il y a une cellule de crise qui peut être constituée? Est-ce que vous savez quoi faire? Qui contacter? Euh, Comment mettre en place en fait toute cette résilience qu'on a présentée tout à l'heure? 3, il faut établir, très important, un plan de reprise de l'activité et un plan de continuité de l'activité, pour redémarrer l'activité suite à une cyberattaque ou la continuer si c'est possible. Mathieu reviendra un petit peu plus tard sur un élément essentiel de ces plans qui se trouve être les sauvegardes. Également, il faut que vous sécurisiez la chaîne d'approvisionnement. Alors là, il faut en fait, auditer tout simplement vos prestataires, vos fournisseurs de logiciels, leur demander, qu'est-ce qu'ils font pour assurer la cybersécurité des services qu'ils vous fournissent. Alors, je peux comprendre et je pense que vous en rendez compte que ça peut être difficile pour des entreprises de taille moyenne de réussir à déterminer, si leur prestataire qui fournit, la sécurité informatique de la société, heu, fournit une cybersécurité suffisante. Si on a externalisé cette cybersécurité, c'est qu'on n'avait pas forcément les moyens en interne de déterminer ce sujet. Donc ce que vous pouvez faire, hein, c'est, déjà vous faire aider d'un prestataire tiers. Le deuxième élément, c'est est-ce que votre prestataire a des certifications? Est-ce qu'il répond à des codes de conduite, à des guides de bonnes pratiques? Et n'oubliez pas, que vos prestataires sont aussi dans l'obligation de vous répondre. Là, je fais un petit parallèle avec le RGPD. La plupart de ces prestataires, lorsqu'ils vous fournissent ces services, vont traiter de la donnée personnelle pour votre compte. Donc c'est vos sous-traitants de données personnelles et à ce titre, vous êtes censé avoir conclu un contrat avec eux, qui contient des dispositions obligatoires de l'article 28 du RGPD et notamment, votre prestataire doit mettre en place des mesures de sécurité adaptées et vous êtes en droit d'auditer votre prestataire. Donc vous pouvez lui poser des questions, aller chez lui demander des documents pour vérifier tout ce qu'il met en place. Il est dans l'obligation légale de vous répondre. Ensuite, vous devez faire attention à la sécurisation lors de l'acquisition, lorsque vous faites des développements ou de la maintenance de nouveaux outils. Donc, je refais un petit parallèle avec le RGPD. Vous savez, on avait cette notion de privacy by design et by default, qui veut dire que dès la conception d'un projet, dès la création d'un traitement, vous deviez prendre en compte la protection des données personnelles. Et ben, c'est la même chose en fait maintenant au niveau de la cybersécurité. Vous devez prendre en compte la sécurité dès le début de chacun de vos projets. Vous devez évaluer de manière régulière vos mesures de sécurité mises en place, parce que la sécurisation, en fait, la cybersécurité, c'est un chantier qui n'en finira jamais. Vous devez vous assurer que les mises à jour sont effectuées, vous devez comprendre quelles sont les nouvelles attaques, comment vous en protéger. Vous devez sensibiliser vos salariés, la cyberhygiène est extrêmement important. On estime quand même que plus de 80 des attaques réussies, 70 ou 80 les chiffres varient, des attaques réussies sont la faute en fait d'une erreur humaine. Quelqu'un qui clique sur un phishing, quelqu'un qui répond à une arnaque au président. Vous devez également mettre en place des mesures cryptographiques, déterminer quel cryptage utiliser, est-ce qu'il est suffisamment robuste, quels documents, systèmes crypter également.
mettre en place une sécurité physique et opérationnelle, il ne faut pas oublier ces éléments-là. Nous, certains clients sont surpris des fois quand on leur dit fermer un placard à clé, c'est de la sécurité. La vidéosurveillance, c'est de la sécurité. Alarme anti-incendie, c'est de la sécurité, etc. On l'a bien vu avec OVH, hein, qui a perdu, certaines données suite à un incendie. Hugo, Oui. excuse-moi de te couper. Peut-être que Mathieu pourrait aussi nous faire part aussi de justement de toutes ces mesures de sécurité. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais revenir dans la suite du webinaire effectivement sur les mesures de sécurité qu'on se doit d'adopter effectivement. Si vous permettez, Nathalie, peut-être qu'on pourrait, pour pas spoiler les slides qui vont venir après, peut-être laisser Hugo continuer et moi je vous exposerai effectivement par la suite quelles sont les mesures à prendre. Mais effectivement, il y a beaucoup de pertinence dans le déroulement, dans tout ce qu'expose Hugo, même quand il parlait de cyberhygiène, effectivement, et tout ça, j'y reviens en fait dans mes slides, et notamment avec le guide des bonnes pratiques que je vous transmets à la fin. Très bien, merci Mathieu. Merci Mathieu. Et donc, dernière mesure, c'est l'utilisation de mesures d'authentification robustes et de communication sécurisée. Alors, authentification robuste, hein, ça va être les mots de passe, s'assurer qu'ils répondent bien aux dernières recommandations de la CNIL, établies en concertation avec l'ANSSI, s'assurer également d'utiliser des authentifications à plusieurs facteurs, par exemple, mot de passe plus confirmation via un SMS ou via votre téléphone. Alors voilà les mesures principales à mettre en place. Donc ça, c'est le cœur de NIS 2, c'est vraiment ce que vous pouvez retenir, hein. Et on va voir maintenant vos obligations vis-à-vis de l'ANSSI. Alors je vois l'heure qui découle, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors en amont, ce qu'il faudra faire, ce sera vous notifier votre entité si vous êtes concerné par NIS 2, à l'ANSSI ou à votre CSIRT. Donc il y aura plusieurs informations à leur fournir, notamment que vous êtes concerné, qui contacter au sein de votre entité, pourquoi vous êtes concerné et où vous fournissez vos services. Mais ce qui est très important, ça va surtout être les notifications à l'ANSSI suite à un incident majeur de cybersécurité. Alors, un incident majeur de sécurité, c'est tous les incidents qui vont avoir un impact important, qui vont perturber en fait la fourniture de vos services, qui vont engendrer des pertes financières. Ça va être des incidents qui peuvent concerner des tiers également, qui peuvent causer même des dommages matériels. Donc ces incidents-là, il faudra les notifier à l'ANSSI. La notification, elle va se faire en plusieurs étapes pour vous permettre quand même d'avoir le temps d'analyser la cybermenace, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas non plus évident de savoir tout de suite jusqu'où s'étend cette attaque. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir faire une alerte précoce. C'est-à-dire que dans les 24 heures suivant la constatation d'une attaque, vous allez devoir contacter l'ANSSI ou votre CSIRT pour lui dire, voilà, on se fait attaquer, et à ce moment-là, en principe, vous devriez être en mesure, donc ça dépendra de la transposition, mais de demander une assistance, si besoin. Suite à l'alerte précoce, vous allez faire une notification donc, complémentaire 72 heures au plus tard après, la découverte de l'attaque. Et donc dans cette notification, vous êtes censé avoir eu le temps d'analyser la cyberattaque, de déterminer quels sont ses impacts, sa gravité. Et une fois cette notification effectuée, vous devriez établir un rapport final à communiquer également à l'ANSSI, donc 1 mois ou plus tard après l'attaque, dans lequel en fait vous lui indiquez, vous lui confirmez ou complétez les informations que vous avez communiquées dans la notification complémentaire et vous indiquez également les mesures prises pour assurer que ça ne se reproduise pas. Sachez également que vous devriez notifier l'incident de sécurité aux personnes physiques ou morales qui peuvent être concernées, si ces personnes peuvent mettre en place elles-mêmes des mesures visant à limiter les conséquences de la cyberattaque.
On peut imaginer par exemple une entité qui préviendrait une personne en lui disant: «Il faut que vous supprimiez votre compte ou les informations bancaires enregistrées sur votre compte parce que ça peut limiter les impacts». Voilà vos obligations auprès de l'ANSSI. Et on en arrive aux risques. Alors, les risques, encore une fois, dépendent, est-ce que vous êtes une entité essentielle? Est-ce que vous êtes une entité importante? De cette catégorisation, les contrôles de l'ANSSI vont différer. Pour les entités essentielles, l'ANSSI peut contrôler à sa discrétion n'importe quelle entité. Pour les entités importantes, l'ANSSI ne les contrôlera que si elle a déjà connaissance d'un élément de non-conformité. Donc on peut imaginer qu'elle en a connaissance dans une notification, ou alors quelqu'un qui lui fait une alerte qu'une entité n'est pas conforme. Il y a donc différentes sanctions qui vont de la sanction financière, 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires pour les entités essentielles, 7 millions ou 1,4% pour les entités importantes. Ça nous rappelle un petit peu les sanctions qui étaient prévues par le RGPD, et ça s'en rapproche encore plus parce que les manquements et les sanctions peuvent être publiés. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Heu, voilà, je pense que sur les sanctions, je n'ai rien d'autre à dire. Et donc, petit point rapide pour vous dire comment vous préparer à Nice 2. Alors, dans un premier temps, votre action, ça va être déterminer si vous êtes concerné par Nice 2. Donc pour ça, vous avez mon espace Nice, que je vous ai présenté tout à l'heure, avec les différents critères. Une fois que vous avez déterminé ça, vous allez auditer, en fait, votre système d'information pour avoir une vision claire, en fait, une cartographie, de la cybersécurité au sein de votre entité. Comme ça, vous saurez où vous en êtes et vers où tendre. Pour savoir vraiment vers où tendre, vous pouvez utiliser les guides de l'ANSSI. Donc vous avez le guide TPE-PME, vous avez le guide pour les services d'information essentiels, les systèmes d'information essentiels, et l'ANSSI va également va continuer à publier de nouveaux guides, notamment concernant NIS 2, une fois la transposition, effectuée. Je me permets d'intervenir, Hugo. Effectivement, le guide de l'ANSSI, cybersécurité pour les TPE-PME en 13 questions, c'est un guide hyper complet, accessible pour tout le monde, même en termes de langage. Pensez-y, il est téléchargeable facilement. J'ai pris l'habitude, moi, de le remettre, notamment quand on intervient au niveau des collectivités, et c'est vrai qu'il est très bien fait. Merci Mathieu. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez déjà aussi commencer à questionner vos prestataires de services informatiques, leur demander ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont prévu de modifier suite à NIS 2, et déjà, en fait, prévoyez la gouvernance au sein de votre entité, en fait. Sachez déjà qui va faire quoi, qui sera en charge de la cybersécurité. Pour tout ça, il faut garder en tête un objectif. Le but de NIS 2, c'est l'amélioration globale du niveau de sécurité de votre entreprise. Gardez ça en tête et à partir du moment où vous améliorez votre niveau de sécurité, vous faites déjà un bon pas en avant. Et j'avais un dernier élément, on y reviendra peut-être à la toute fin de la présentation parce que je vois l'heure qui tourne, mais si on a le temps, on pourra peut-être aborder l'empilement de règles relatives à la cybersécurité. Je voudrais juste vous dire que l'ANSSI est au courant. Il y a un empilement qui crée un flou général en fait sur la cybersécurité pour les entreprises. Elle s'en rend compte. Dans la loi de transposition, sachez que le Digital Operation Resilience Act, le DORA, spécifique au marché financier, et la directive sur la résilience des entités critiques, donc elles, c'est des mesures de sécurité plutôt physiques plus que cyber, seront également transposées dans la loi de transposition relative à NIS 2. Donc si vous avez des questions sur, ce sujet, si Nathalie a pu en repérer, pendant ma présentation, avant qu'on passe à la présentation de Mathieu, n'hésitez pas. Je ne sais pas Nathalie si vous avez Il y a déjà eu repéré quelques questions? il y a eu des questions, mais quelques questions et des questions, il y a eu des réponses. Donc, je pense qu'on prendra encore les questions au fil de l'eau. OK. Merci pour ceux qui ont posé des questions et merci pour ceux qui ont répondu, notamment David. Et donc ça s'arrête pour moi, juste pour vous prévenir, vous informer plutôt. Donc nous ici, chez Fidal à Rouen, on a une équipe de 3 personnes, qui peut vous assister, hein, sur tout ce qui est conformité globale, notamment en matière de cybersécurité. Et sur ce, je vais laisser la parole à Mathieu, qui va vous présenter comment bien sécuriser votre système d'information.
Merci Hugo. Ah, on ne vous entend pas, Mathieu. Voilà, pardonnez-moi pour le petit flottement. C'est juste le temps que le PowerPoint se charge. Voilà, et je vais reprendre ma partie. Excusez-moi, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé, je pense que c'est un problème lié à ma connexion Internet. Voilà. C'est parti. Merci Hugo pour votre intervention. Donc moi, je me présente, je suis Mathieu Duny et je suis le gérant de la société Xefi à Agno. Je suis prestataire informatique et pleinement engagé dans la cybersécurité auprès de mes clients, entreprises, TPE, PME, ETI. Le sujet que Hugo a abordé aujourd'hui m'amène un petit peu à vous poser ces questions-là. Alors, pour certains, c'est une évidence. Je vois qu'il y a des spécialistes du domaine, mais pour d'autres, peut-être un petit peu moins. C'est est-ce qu'aujourd'hui, vos données sont sécurisées? Pouvez-vous me dire si vous voyez bien mon diaporama? Oui, très bien. C'est bon. C'est bon, Parfait. Mathieu. Donc, je vais un petit peu parler d'abord des cyberattaques et des risques, hein. On va reprendre un petit peu ce dont Hugo a parlé et du pratico-pratique. Et puis, je vais aborder les sujets de sécurité et sauvegarde. Effectivement, Hugo parlait tout à l'heure de PRA ou de PCA. Effectivement, la sauvegarde est une des actions à mener dans le cadre d'un PRA ou d'un PCA. J'aborderai le sujet du cloud. Alors, rapidement, le cloud aujourd'hui, c'est quand même développé, mais peut-être que certains ne sont pas encore au fait de ce qu'est le cloud, etc. Donc, je présenterai rapidement le cloud et je finirai par vous donner et vous délivrer un guide des bonnes pratiques informatiques à mettre en place, effectivement, au sein de TPE, PME. Alors aujourd'hui, effectivement, pourquoi les TPE-PME sont-elles une cible privilégiée? On sait que la sécurité des systèmes informatiques ne fait pas forcément partie des priorités des PME par l'absence de moyens financiers, dans un premier temps, ou aussi par l'absence de moyens humains. Et puis, on a des modes de fonctionnement, des fois, qui sont moins formels, hein. On va facilement partager un mot de passe, coller un post-it sur l'écran avec le mot de passe du collègue, et pas de procédure. Je reste intimement persuadé que beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont même pas mis en place une charte informatique au sein de leur structure, par exemple. Les TPE, PME sont aussi une cible en 2024 parce que moins bien informées et protégées. Elles sont vulnérables, donc plus vulnérables et exposées. Le développement aussi du télétravail post-Covid a quand même fortement augmenté les risques, puisqu'on a mis en place des fois à la va-vite du télétravail pour assurer une continuité dans l'activité de l'entreprise, au détriment effectivement de la sécurité. Et les grands groupes dont on a déjà parlé ont déjà, pour beaucoup, été victimes. Ceux qui, fort heureusement, ne l'ont pas été, ont pris la mesure des enjeux et ont quand même fait le nécessaire pour protéger leurs infrastructures. Donc, 99% des entreprises en Europe sont des TPE-PME. Ça, c'est quand même intéressant. 24 millions, c'est des chiffres qui datent un petit peu, ça s'est encore renforcé depuis. Et la France, en 2021, était le 4e pays le plus attaqué au monde. Et effectivement, on comprend du coup pourquoi un tiers des TPE-PME indiquent avoir subi une cyberattaque au cours des 12 derniers mois.
Un autre chiffre marquant aussi, 71%, ce chiffre indique que 71% des TPE-PME qui font l'objet d'une cyberattaque ne s'en remettent pas. Alors, on parle là dans la mesure où on a une perte de données, hein, évidemment. Et quand on sait que le coût d'une cyberattaque pour une TPE peut aller jusqu'à 280 000 euros, hein, et le résultat net courant des TPE en 2018, ça date un petit peu, mais ça nous donne quand même un indicateur, il était de 35 000 euros. Donc, vous imaginez les conséquences catastrophiques que ça peut engendrer sur les structures. Premièrement, une perte financière directe en cas de paiement de la rançon, même si on en a parlé et j'ai vu les discussions passer, ne payez pas les rançons, effectivement. Une perte financière en cas d'arrêt d'une chaîne de production, hein, par exemple, ou déstabilisation du système comptable de l'entreprise, et par un vol, évidemment, de données, puisque c'est aussi le but, hein, ou de méthodes, afin de les exposer en cas de non-paiement de la rançon qui est demandée, par exemple. Ça engendre également une dégradation de l'image de l'entreprise et une perte de confiance des partenaires et des clients. Alors, jusqu'à la paralysie et le dépôt de bilan. Voilà, ma slide vous paraît un petit peu alarmiste, mais le trait est forcé volontairement parce que c'est malheureusement trop vrai. Alors, les différents types de cyberattaques aujourd'hui, l'attaque par virus ou malware constitue quasiment le premier type d'attaque. Alors, ça évolue en permanence, hein, le mail, notamment, est quasiment le vecteur numéro 1 aujourd'hui de cyberattaque. Les logiciels de rançon, on en a parlé précédemment, ou les cryptolockers, en hausse de plus de 95% en 2021. Alors, on voit que les chiffres ont un petit peu évolué, notamment au début des slides qu'Hugo a présentés. Quoi qu'il en soit, les logiciels de rançon sont généralement, et les attaques par logiciel de rançon sont généralement les attaques les plus coûteuses pour les entreprises. C'est ce que je vous ai exposé précédemment. On a aussi 3 types d'attaques. Alors, je ne les ai pas toutes exposées, il y en a plein d'autres, hein, malheureusement, qui surviennent. L'attaque par hameçonnage ou phishing, hein, qui consiste à effectivement vous inciter à cliquer sur un lien pour vous extorquer des données ou de l'argent. L'arnaque au président, Hugo en a bien parlé aussi précédemment, qui consiste à se faire passer pour le dirigeant d'une entreprise et à demander finalement un virement de fonds pour un motif impérieux de manière très rapide, quoi. Et puis l'attaque par déni de service qui consiste effectivement à surcharger de requêtes un serveur pour pouvoir dégrader son service, voire complètement l'arrêter. Ça veut dire que sur ce type d'attaque, les services de votre serveur sont ralentis, voire complètement à l'arrêt, vous ne pouvez plus travailler. Je vous mets à l'écran un exemple d'attaque crypto, de logiciel que vous pouvez rencontrer. Alors, ce sont des exemples parmi tant d'autres, hein. Avec, sur la fenêtre de droite, vous voyez, on a même un décompte, hein, vos fichiers seront effacés le temps à telle heure. Alors, tout est fait pour entretenir la peur, hein, effectivement. Vous voyez que vous pouvez même payer en Bitcoin. Quoi qu'il en soit, ne payez pas la rançon. À gauche, on vous incite même à télécharger le navigateur Tor qui vous permet d'accéder au dark web. Voilà, ce sont encore une fois, je force le trait, mais c'est le genre de fenêtre sur lequel vous pouvez tomber quand vous êtes victime d'une cyberattaque. Ne vous laissez pas avoir et faites-vous aider dans ces cas-là et assister. Ça m'amène en fait à vous parler des 5 questions à se poser en matière de sécurité au sein de vos entreprises. La question numéro 1, c'est quelle est la probabilité que votre entreprise soit victime d'une cyberattaque? Je l'entends toutes les semaines, c'est pourquoi moi plutôt qu'un autre? Effectivement, il n'y a pas de règle aujourd'hui. La deuxième question, c'est quelle assurance avez-vous que votre système de sécurité est régulièrement contrôlé et bien à jour? Dans le cadre, par exemple, d'un contrat ou d'un partenariat avec un prestataire informatique. Ensuite, quelle importance accordez-vous à la disponibilité de votre réseau? Si demain, vous êtes coupé d'Internet ou de réseau local par rapport à un switch qui dysfonctionne, quelle capacité avez-vous à travailler?
Question numéro 3 qui est très importante aussi. Savez-vous que la responsabilité légale du dirigeant peut être mise en cause concernant les connexions Internet des collaborateurs? Je m'arrête rapidement sur cette question, puisque j'ai été confronté, il y a cela quelques années, à une entreprise où effectivement, 3 sites distants, un serveur, et puis le dirigeant qui appelle en disant: «On n'a plus rien, on est bloqué, il n'y a plus rien qui fonctionne». Bon, et en intervenant, on s'aperçoit que sur le serveur, on avait un collaborateur qui avait les codes d'accès et qui téléchargeait illégalement des films, voilà. Pour le coup, la source de virus a été vite identifiée, puisqu'il s'était fait pirater l'ordinateur à travers un fichier qui avait été téléchargé illégalement, mais qui était vérolé. Donc, mise à l'arrêt de l'entreprise et perte d'1 mois de comptabilité. Voilà. Et effectivement, la responsabilité du dirigeant est engagée dans ces cas-là quand un de ses salariés, puisque le collaborateur avait les codes d'accès au serveur. Voilà. Dernière question sur la sécurité. En tant que dirigeant de l'entreprise, considérez-vous avoir les connaissances nécessaires pour garantir la sécurité de vos données? Ça m'amène à vous parler effectivement de la sécurité et des moyens qu'on peut utiliser pour sécuriser son entreprise. Alors, comment se prémunir des attaques? Il y a quatre points différents que je vais aborder. Je vais les détailler dans les slides qui vont suivre. On se prémunit des attaques en installant un antivirus ou un anti-crypto sur les ordinateurs et le serveur. On met en place effectivement une solution de sécurité réseau qui s'appelle Firewall, pare-feu en français. L'anti-spam est là pour sécuriser votre messagerie. Et enfin, le dernier rempart, c'est la sauvegarde, de préférence externalisée, qui est encore une fois l'un des piliers des PRA et des PCA. Alors, quelle est la différence entre un pare-feu ou firewall et un antivirus? Le firewall, lui, est branché en amont derrière votre box Internet. Il va filtrer tout ce qui est réseau entrant et sortant. Il vous permet de filtrer également les accès Internet des collaborateurs. Vous pouvez éditer des listes blanches et des listes noires de sites web accessibles ou non par vos collaborateurs. Et il permet également, on parlait de télétravail tout à l'heure, mais il permet également de mettre en place un VPN, réseau privé virtuel, qui permet à vos collaborateurs de travailler de chez eux en créant un accès intraçable entre l'ordinateur de votre collaborateur et l'entreprise. L'antivirus, quant à lui, protège un poste ou un serveur. Hein. Il est là pour agir localement sur le virus ou éventuellement une attaque qui menacerait un poste. Le but étant effectivement d'empêcher un virus qui serait présent sur une clé ou un disque dur, par exemple, de se propager à l'ensemble du réseau de l'entreprise. Voilà pourquoi, effectivement, pare-feu ou firewall et l'antivirus sont des éléments complémentaires dans la sécurité de vos entreprises. L'autre solution consiste aussi à protéger vos emails avec un anti-spam. Alors, j'ai pris un exemple Mailing Black, parce que c'est un produit que j'utilise et c'est aussi le leader du marché aujourd'hui. C'est le seul anti-spam par identification du marché. L'idée d'un anti-spam, c'est qu'il va venir effectivement sécuriser votre messagerie, filtrer également les mails frauduleux. Et puis, il va aussi permettre, vous le savez, vous êtes tous confrontés au même souci de boîte mail encombrée par la publicité. L'avantage aussi de l'anti-spam, c'est qu'il vous permet de filtrer cette publicité, d'avoir des boîtes mail beaucoup plus saines au quotidien. Et enfin, comme je disais, la sauvegarde à distance qui, à mon sens, est un élément clé aussi de la cybersécurité. Là encore, je vous amène à vous poser 5 questions sur la sauvegarde. Au sein de vos structures, quel serait l'impact d'une perte de données sur le fonctionnement de votre entreprise? Deuxièmement, comment évaluez-vous la bonne exécution de la sauvegarde par la personne qui s'en occupe? TPE, PME, on en fait le tour régulièrement. Souvent, c'est un salarié qui est en charge de l'exécution de la sauvegarde. Ensuite, quel est le niveau de qualité du contrôle? Parce que faire une sauvegarde, c'est bien, mais contrôler que tout se sauvegarde bien et qu'elle se fasse régulièrement,
c'est autre chose. Et là encore, généralement, les dirigeants vont plutôt donner ce rôle-là à un salarié, mais sans vraiment contrôler. Quatrième question, comment jugez-vous la sécurité de votre système de sauvegarde face aux virus et CryptoLocker? Les sauvegardes sur disque dur, effectivement, localement, si vous avez un poste sans antivirus, par exemple, que vous attrapez un virus et que votre disque dur de sauvegarde est branché sur l'ordinateur, la probabilité pour que votre sauvegarde soit vérolée, elle est quand même énorme. Et enfin, quelle certitude avez-vous sur votre capacité à remonter rapidement l'intégralité de votre système? Hein, on parle des données, donc le système d'exploitation, mais également l'ensemble des logiciels métiers qui vous permettent de fonctionner. Donc la sauvegarde, c'est une dernière étape pour sécuriser ces données. Les éléments clés d'une sauvegarde fiable et efficace, c'est entre autres une sauvegarde externalisée. Alors, on le conseille fortement. Il y a une règle en matière de sauvegarde chez les prestataires, d'une manière générale, on dit il y a une règle 3-2-1. 3-2-1, ça veut dire qu'il faut 3 supports de sauvegarde différents, au moins 2 sauvegardes par jour et une sauvegarde externalisée. Donc 3-2-1. Votre sauvegarde doit être régulière et intégrale, c'est-à-dire sauvegarder l'ensemble de vos données, des logiciels et le système d'exploitation. Elle doit être chiffrée justement pour éviter qu'elle puisse être décryptée et puis éviter justement qu'elle puisse être impactée par une attaque virale. Et elle doit être supervisée afin de s'assurer que l'ensemble des données sont présentes et qu'en cas de problème, vous pourrez sereinement remonter votre sauvegarde sans perte de données. Dernier point, avant juste de faire un petit focus sur le cloud, effectivement, aujourd'hui, une sauvegarde externalisée, quand elle est bien menée, en moyenne, alors selon le volume des données, mais ça permet à une entreprise en moyenne de retrouver un état fonctionnel en moins d'une demi-journée. Voilà. Alors pour les entreprises qui sont fibrées, pour les entreprises qui dépendent d'un débit Internet plus faible, c'est des fois un peu plus compliqué. Mais ça, il faut l'avoir en tête, c'est qu'une demi-journée perdue, c'est mieux qu'une semaine. Je fais un petit focus sur le cloud parce qu'effectivement, des fois, on tâtonne, on ne sait pas trop ce que c'est. Le cloud, c'est quoi? Donc, le cloud, ça veut dire nuage. C'est un modèle informatique donc, qui est basé sur un serveur qui est virtuel et qui vous permet d'avoir l'accès à vos logiciels métiers, par exemple, ou à du stockage. Quand vous utilisez du OneDrive, par exemple, vous utilisez du cloud. Des logiciels métiers en ligne, c'est du cloud. Plus simplement, quand vous utilisez des applications LinkedIn, Facebook et autres, vous utilisez du cloud. Pour exploiter le cloud, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de data centers, qui sont des bâtiments qui hébergent donc une multitude de serveurs, des centaines, voire des milliers selon la taille et la structure des data centers. Ce qui m'amène à vous parler également des certifications. Je ne vais pas tout détailler parce que ça pourrait paraître un peu barbare, mais aujourd'hui, les data centers n'ont pas tous les mêmes certifications. Il en existe pas mal. Je mets juste l'accent, par exemple, sur le HDS, qui est une habilitation pour pouvoir stocker des données de santé. La certification HDS autorise un data center à héberger des données de santé qui sont quand même des données ultra sensibles. Deuxième certification que je pourrais mettre en avant, qui pourrait être parlante pour tout le monde, c'est la certification PCI DSS. Je pense que chacun d'entre vous a déjà au moins effectué un achat sur Internet. Eh bien, la certification PCI DSS garantit une sécurisation des données de paiement, notamment des cartes de paiement. Quand vous arrivez, effectivement, quand vous validez votre panier, que vous arrivez au règlement de votre commande, il n'est pas rare de voir ce petit logo PCI DSS. Voilà, il vous garantit une sécurité au niveau des paiements par carte bancaire. Et d'autres normes sur la sécurité de l'information, donc comment aujourd'hui on peut garantir une continuité de vos données. Si par exemple, malheureusement, alors on reprend l'exemple d'OVH, mais ça pourrait arriver à tout le monde, mais un data center brûle, eh bien on est la FAQ ISO 27001 garantit que vous avez une redondance dans un autre bâtiment qui vous permet en fait une garantie de conserver vos données, pardon. Les respects de l'environnement, effectivement, qui sont les certifications sur des data centers qui ont un bilan carbone beaucoup moins élevé que d'autres. Voilà.
et les tiers, 3, 4, qui permettent d'obtenir une certification sur le niveau de disponibilité des données, c'est-à-dire le nombre de pannes dans l'année, le nombre de pannes, la disponibilité globale de vos données pendant l'année. Je vais finir mon intervention sur un petit guide des bonnes pratiques de la sécurité informatique. C'est vraiment du pratico-pratique, mais c'est quelque chose, et c'est les préconisations qu'on applique à l'ensemble de nos partenaires, et aujourd'hui plus encore, puisqu'on est extrêmement sollicité. On parlait d'hygiène, de cyberhygiène précédemment, Hugo en parlait dans sa présentation. On est de plus en plus sollicité par les entreprises pour intervenir justement sur ces bonnes pratiques de la sécurité informatique, parce qu'il y a vraiment une désinformation sur ces sujets-là. On va parler d'abord des mots de passe. Effectivement, alors les mots de passe, choisissez des mots de passe complexes avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. La dernière slide de mon intervention, vous verrez, sera assez intéressante et assez parlante. Elle reviendra sur le top mot de passe 2023. Utiliser un mot de passe différent pour chaque service et changez-les régulièrement. Alors, on sait que c'est une tannée pour tout le monde, la politique de mot de passe dans les entreprises, avec un renouvellement et un roulement des mots de passe, que ce soit mensuellement ou trimestriellement selon les entreprises, mais c'est hyper important. Ensuite, ne stockez pas vos mots de passe dans les navigateurs Internet, Google Chrome, Edge, etc. Moi, l'expérience m'a prouvé, grâce à un de mes développeurs, qu'on pouvait retrouver un mot de passe et afficher un mot de passe dans Google Chrome en moins d'1 minute. Il existe donc des gestionnaires de mots de passe qui sont des petits logiciels externes. Sachez que de vos navigateurs, vous pouvez exporter les mots de passe et les intégrer dans ce gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre vraiment d'avoir une gestion décentralisée de vos navigateurs et beaucoup plus sécurisée, puisqu'il y a un chiffrement. Et ensuite, vous ne communiquez pas vos mots de passe à un tiers, ce qu'on voit régulièrement aussi, les post-it sous les écrans, etc., à bannir. Sur l'utilisation quotidienne, d'une manière générale, sur le mail, n'ouvrez pas des pièces jointes d'expéditeurs inconnus, pardon. Si vous n'êtes pas certain de vous, passez un coup de fil, c'est plus fructueux. Vérifiez la cohérence aussi entre l'expéditeur présumé et le contenu du message. Effectivement, aujourd'hui, dans les cas de cyberattaque, on a des choses qui ressemblent de plus en plus à la réalité. Soyez très vigilants par rapport à ça. N'ouvrez pas des pièces jointes avec des extensions comme des points .exe, des points .bat, etc., qui sont des exécutables généralement, qui pour la plupart sont malveillants. Et ensuite, ne cliquez pas sur un lien dans un email qui vous demande de vous identifier, sauf si vous attendez ce mail, et n'hésitez pas à vérifier. Sur les appareils, encore du pratico-pratique, mais quand vous quittez votre poste de travail, verrouillez votre session. Mettez à jour vos systèmes d'exploitation et vos logiciels. Profitez par exemple de votre pause déjeuner pour lancer les mises à jour qui vous sont affichées sur votre poste. Ça paraît un petit peu logique, hein, mais aujourd'hui, c'est loin d'être mis en place partout. N'utilisez pas les agrégateurs pour télécharger des programmes. Allez sur le site officiel du programme que vous voulez télécharger. Ça évite de télécharger des logiciels annexes qui s'installent ou des malwares. Et enfin, se méfier des clés USB et des disques durs. Alors, ce sont des supports complémentaires, on les utilise beaucoup. Effectivement, ce sont aussi des vecteurs de virus, notamment, et là j'en passe sur la rubrique d'à côté, sur le travail à distance, quand on fait du télétravail et qu'on ne sépare pas les usages. Une clé USB dédiée à l'entreprise ne doit pas contenir des données personnelles. De même que sur les ordinateurs, séparez vos ordinateurs pro de vos ordinateurs personnels. Les messageries, c'est pareil. On ne s'envoie pas de mail perso sur du pro, etc. Et vice-versa.
Protégez vos données lors de vos déplacements, oui. Alors, gardez vos PC à côté de vous lorsque vous vous déplacez. Et surtout, faites bien attention. Aujourd'hui, nos tablettes et nos smartphones sont des petits bijoux de technologie. Ce sont des mini-ordinateurs, des fois plus puissants que certains ordinateurs portables, qui sont tout aussi piratables que vos ordinateurs. Donc, faites bien attention, gardez-les près de vous. Pour terminer mon intervention, j'ai mis en avant, j'espère que c'est clair, elle paraît un petit peu floue la slide, mais bon, le but, c'est pas que vous voyez forcément tout le contenu, mais c'était de revenir un petit peu sur le top mot de passe France 2023. Alors, c'est un sondage qui avait été réalisé, effectivement. Si je reprends la ligne 1, on sait que le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pirate met moins d'une seconde à le déchiffrer. Et vous voyez qu'il a été utilisé dans ce sondage 86 000 fois. Alors, c'est énorme, hein. Quand on l'ajoute 7, 8, 9, pareil, moins d'une seconde. Voilà. Et la liste comme ça est éloquente. Vous pouvez aller. Alors aujourd'hui, il y a ça a été relayé sur pas mal de sites. Vous pouvez trouver les infos facilement sur Google. Effectivement, un mot de passe aujourd'hui doit être complexe. On n'a pas le choix. Et c'est l'enjeu de sécurité est très très important sur ces sujets-là. J'en ai fini pour mon intervention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Mathieu pour ce rappel des bonnes règles en matière de cybersécurité. Nous avons un petit peu dépassé le temps que nous étions donné. C'était néanmoins important de prendre ce temps. J'en suis désolée pour ceux qui ont peut-être dû partir. Je n'ai pas vu beaucoup de monde partir. Par contre, pour ceux qui ont des questions et qui peuvent encore rester quelques instants, on peut prendre aussi des questions pour Hugo, Mathieu. Merci Géraldine. Pas de questions sur le sujet, c'est plutôt positif. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt positif et Frédéric vient de nous dire, c'est clair. Et oui, merci, merci beaucoup. Merci aux participants, merci à Hugo et merci donc à Mathieu. Nous allons conclure. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, qui n'étaient pas inscrits au préalable et qui souhaitent recevoir le replay, n'hésitez pas à m'envoyer, à me laisser vos mails. Et puis dans tous les cas, si vous ne laissez pas vos mails, vous pourrez consulter le replay sur le site CCI Normandie dans la rubrique offres numériques. Voilà, vous allez retrouver le replay dans cette zone. Ben écoutez, merci encore à vous, messieurs, et merci à tous les participants. Et puis, désolé encore pour ce retard. Et je vous dis et je vous souhaite surtout une bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée.